847 milliards de dollars. Ce chiffre, impossible à ignorer, claque dans l'air comme un verdict. Le coût d'un siècle de spoliation, la facture que l'Afrique présente enfin au monde. Dans une salle de l'Organisation des Nations Unies glacée par la tension, Ibrahim Traoré avance d'un pas droit. Là où règne habituellement la langue de bois, il tranche sans détour. Sa voix, dure et calme, ne laisse aucune place au doute. Il ne vient pas négocier, mais réclamer ce qui est dû. Il accuse, chiffres en main, 847 milliards de dollars, soustraits à l'Afrique depuis 1960. Ce n'est pas une provocation, c'est la conclusion d'un calcul, le point d'orgue d'un dossier qui expose la logique brutale d'un système international fondé sur l'exploitation. Ici, pas de supplication. L'Afrique ne tend plus la main, elle se dresse, exigeant réparation et justice. Si ces revendications sont ignorées, elle ne s'effacera plus. Elle menace de quitter la table, de briser les règles qui l'ont toujours asservie. Ce n'est pas un simple coup d'éclat. Refuser la demande d'Ibrahim Traoré, c'est prendre le risque de voir l'ordre mondial chanceler, de perdre l'accès à des ressources vitales, de provoquer une rupture historique. C'est un ultimatum lancé à tous. L'époque de la soumission est terminée. L'Afrique, debout, réclame sa place, ou elle renversera la table. Mais comment en est-on arrivé à une telle confrontation? Pour comprendre la portée de ce moment, il faut revenir sur l'origine de cette somme et sur les décennies de spoliation qu'elle incarne. Depuis des décennies, l'Afrique vit sous l'emprise d'un système soigneusement façonné pour l'appauvrir. Ce n'est pas le fruit du hasard ni d'erreurs locales, mais le résultat de mécanismes précis, mis en place pour extraire ses richesses et la maintenir dans la dépendance. Beaucoup ferment les yeux sur cette réalité, pourtant les preuves s'accumulent, impossibles à ignorer. Prenons l'exemple du franc CFA. Depuis 1945, cette monnaie a été imposée à 14 pays africains, héritage direct de la colonisation française. Jusqu'à aujourd'hui, une grande partie des réserves de change de ces pays doit être déposée auprès du Trésor français, limitant leur capacité à investir dans leurs propres infrastructures. Cela signifie que pour chaque dollar gagné à l'exportation, une part significative ne revient jamais en Afrique. Par exemple, en Côte d'Ivoire, près de la moitié des recettes d'exportation de cacao, principal moteur de l'économie, sont affectées par ce mécanisme. Ce verrou monétaire implique que les gouvernements africains ne peuvent ni dévaluer leur monnaie pour soutenir l'emploi local, ni financer massivement des programmes sociaux d'urgence. Mais l'emprise va bien au-delà de la monnaie. Sur les marchés mondiaux, l'Afrique vend ses ressources à perte. L'or, le cacao, le coton, l'uranium. Chaque année, des quantités immenses quittent le continent sans compensation équitable. Depuis l'indépendance, plus de 285 milliards de dollars d'or ont été siphonnés. L'uranium, indispensable aux centrales étrangères, rapporte à peine quelques miettes aux pays producteurs, tandis que les pertes cumulées s'élèvent à des dizaines de milliards. Le coton, cultivé dans la sueur et la misère, alimente les industries occidentales et le cacao africain fait tourner la planète chocolat sans sortir les producteurs de la précarité. Prenons l'exemple du Niger. Ce pays, qui détient l'une des plus grandes réserves d'uranium du monde, voit son minerai extrait par des entreprises étrangères, principalement françaises. Pourtant, les recettes de l'uranium représentent moins de 3% du budget national, alors que ce minerai alimente 75% des centrales nucléaires en France. Les écoles du Niger manquent de craie, les hôpitaux de médicaments, pendant que l'uranium du sous-sol nigérien éclaire Paris et Marseille. Ce paradoxe n'est pas une exception. Il se répète dans la quasi-totalité des pays exportateurs africains. À cela s'ajoutent les fuites illicites. Les multinationales déplacent leurs profits en toute discrétion vers des comptes offshore, loin du fisc africain. Chaque année, près de 88 milliards de dollars s'envolent en toute illégalité. Cette hémorragie prive le continent d'investissements vitaux, condamnant des générations à l'attente et à l'espoir déçu. Un exemple frappant, en Afrique du Sud, des compagnies minières déclarent des bénéfices artificiellement bas sur place, transférant leurs profits vers des filiales aux îles Vierges britanniques ou au Luxembourg. Ainsi, pour chaque tonne de platine extraite, seule une fraction de la valeur réelle est taxée localement.
Les pertes fiscales cumulées sur 20 ans représentent l'équivalent du budget de l'éducation de toute une génération d'enfants sud-africains. Les conséquences sont partout visibles. Routes défoncées, écoles délabrées, hôpitaux démunis. La pauvreté n'est pas une fatalité, mais l'aboutissement logique d'un appauvrissement programmé. Cette fragilité force l'Afrique à quémander l'aide d'institutions internationales, dont les prêts s'accompagnent de conditions qui enfoncent encore plus le clou. Historiquement, les plans d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international dans les années 80 ont obligé des dizaines de pays à réduire drastiquement les dépenses publiques, privatiser l'eau, l'électricité ou la santé. Résultat, en Zambie, le nombre de médecins par habitant a chuté de moitié en 10 ans et au Sénégal, la hausse des frais de scolarité a privé des centaines de milliers d'enfants d'éducation. Pourtant, l'Occident ne peut se passer des ressources africaines. Son industrie, son énergie, son alimentation dépendent de l'or, du pétrole, de l'uranium, du cacao, du coton venu du continent. Sans ce flux, ses économies chancellent, ses certitudes vacillent. Prenons un instant pour imaginer ce qui se passerait si l'Afrique décidait de suspendre l'exportation de cacao pour un seul mois. Les tablettes de chocolat disparaîtraient des rayons européens, les prix grimperaient en flèche, et les géants de l'agroalimentaire comme Nestlé ou Barry Callebaut verraient leurs actions plonger. De même, une interruption de la fourniture de cobalt congolais paralyserait du jour au lendemain la production mondiale de batteries pour smartphones et voitures électriques. Tant que perdure cet ordre, c'est la souveraineté africaine qui est bafouée, et ce sont des générations entières condamnées à la pauvreté. L'instabilité mondiale s'en trouve exacerbée, car il ne s'agit plus seulement d'argent, mais de justice, de dignité et de paix pour l'avenir. Ce jour-là, à l'ONU, la donne change. L'Afrique n'accepte plus. Pour la première fois, elle expose preuves et chiffres et exige que le monde affronte la vérité sans détour. Le discours d'Ibrahim Traoré va faire trembler les murs des Nations Unies. L'heure n'est plus à la diplomatie feutrée, mais à la revendication frontale. Face à une assemblée pétrifiée, Traoré transforme la salle de l'ONU en tribunal planétaire. Ce n'est plus un discours, mais une accusation formelle. L'Afrique exige 847 milliards de dollars, chiffre tiré d'audits indépendants et de rapports financiers internationaux. Cette somme, loin d'être exagérée, incarne le coût précis d'une spoliation calculée, année après année, depuis l'indépendance des nations africaines. Appuyant son propos, Traoré lit mot pour mot les résolutions des Nations Unies, cite la Cour internationale de justice. Il rappelle que le droit international consacre le principe des réparations. L'Afrique ne demande ni charité, ni pardon, mais une restitution légale. La justice n'est pas une faveur, c'est une dette, martèle-t-il, fixant les représentants des anciennes puissances coloniales. L'impact est immédiat. Les délégations du Sud global applaudissent, celles d'Asie et d'Amérique latine se lèvent en soutien. À l'Ouest, le silence est glacial, regard baissé, mâchoire serrée, aucun applaudissement, seulement la crainte d'un précédent. Derrière chaque silence occidental se devine la peur d'un effet domino, la crainte que la revendication africaine n'embrase d'autres continents. Traoré hausse le ton. Si justice n'est pas rendue, l'Afrique quittera l'Organisation des Nations Unies. Il pose la menace d'une rupture historique. Que resterait-il du système mondial sans la voix, ni les ressources d'un continent entier? Les marchés financiers pourraient chanceler, la confiance dans la gouvernance mondiale vaciller. Il attaque alors la légitimité même du Conseil de sécurité, dénonçant la dictature de 5 vainqueurs d'une guerre vieille de 80 ans. Il énumère les crimes impunis en Libye, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Intervention décidée sans consentement, souvent en violation du droit international. Pour lui, l'ONU s'est trop souvent faite complice de l'impunité des puissants. Nul diplomate occidental n'ose rompre le silence. Dans leurs yeux, la peur affleure. Si l'Afrique part, l'ordre mondial pourrait s'effondrer, déclenchant une crise de légitimité sans précédent et une onde de choc sur les marchés du Nord. Le danger est immense. C'est la crédibilité même de l'ONU et la définition universelle de la justice qui vacille. Face à cette menace, la panique gagne les coulisses diplomatiques.
Un bras de fer s'engage pour éviter l'implosion du système mondial. L'Afrique ne veut plus seulement dénoncer, elle exige de tout reconstruire. Du jour au lendemain, le monde chancelle. Le séisme provoqué à l'Organisation des Nations Unies ne tarde pas à produire ses effets. Les chefs d'État africains passent à l'action. Fini les plaintes, l'heure est venue d'ériger un nouvel ordre mondial. Plusieurs initiatives émergent. La création d'une Assemblée du Sud global, affranchie des institutions de la guerre froide. Une banque de développement, sans exigence d'austérité, accessible à tous les pays du Sud. Et plus explosif encore, l'annonce d'un tribunal international chargé de juger les spoliations coloniales et de réclamer, en pleine lumière, les 847 milliards de dollars dus à l'Afrique. Mais ces ambitions vont plus loin. Un Conseil de sécurité inédit est proposé. Le droit de veto ne serait plus réservé à 5 grandes puissances. Chaque membre serait élu à tour de rôle, et les décisions prises au consensus, non imposées par la force. Pour la première fois depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, la hiérarchie Nord-Sud vacille. Pour rendre cette rupture irréversible, les pays africains convoquent un sommet historique à Ouagadougou, le 15 décembre 2025. Autour de la table, non seulement les États africains, mais aussi l'Inde, le Brésil, la Chine, l'Indonésie, le Mexique et d'autres géants du Sud. Leur but, forger un bloc économique et diplomatique capable de rivaliser avec les anciens maîtres du jeu. La planète retient son souffle. Dans les capitales du Sud, l'enthousiasme explose. On murmure émancipation, dignité retrouvée, un nouveau Bandung. Mais à Washington, à Paris, à Londres, la fièvre monte. Les chancelleries s'affolent, les lignes téléphoniques s'enflamment. Menaces de sanctions, pressions, promesses de financement, rien n'est épargné pour enrayer la bascule. 3 scénarios prennent forme. Premier scénario. Les divisions internes, alimentées par les pressions extérieures, réduisent le sommet à un simple coup d'éclat. Les alliances se fissurent, la dépendance revient par la petite porte, l'ancien ordre reprend ses droits. Deuxième scénario, le sommet résiste. Les États du Sud global bâtissent un bloc pesant 20 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts cumulés. Les réseaux financiers, les partenariats commerciaux, les règles du jeu mondial sont réinventées. La voie du Sud devient impossible à ignorer. Troisième scénario, le sommet aboutit, mais l'Occident riposte par des sanctions massives. Certains pays vacillent, d'autres innovent. Résilience, contournement des circuits occidentaux, rupture avec le franc CFA, création de monnaie commune. Une ère nouvelle s'annonce, pleine d'incertitudes et de possibles inédits. Les répercussions sont titanesques. Les marchés occidentaux tremblent, redoutant la perte d'accès aux ressources, la montée des coûts, l'instabilité des monnaies. Les échanges se réorientent vers la Chine, l'Inde, la Russie. Le centre de gravité économique glisse, lentement mais sûrement, vers le Sud. Tout se joue maintenant, la destinée de milliards d'êtres humains, la légitimité des institutions, le partage du pouvoir et des richesses. Un échec replongerait l'Afrique dans la dépendance. Un succès bouleverserait le monde, pour des générations. Dans ce climat électrique, chaque décision prise à Ouagadougou risque de faire l'histoire. Le monde entier attend, suspendu à un fil. Ce bouleversement n'est pas seulement l'affaire de quelques chefs d'État ou d'experts réunis à huis clos. Ils s'invitent dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les universités, les marchés animés d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud. L'histoire se fabrique autant dans le tumulte des débats publics que dans les alliances discrètement scellées derrière des portes fermées. Pour les Africains, c'est un choc, mais aussi un réveil. La pauvreté n'est pas une malédiction éternelle, mais la conséquence de décisions politiques et économiques précises. Quand Ibrahim Traoré évoque 847 milliards de dollars, il rappelle que derrière chaque chiffre, chaque somme colossale, il y a la preuve tangible que voix, vote et mobilisation pèsent réellement. Le récit appartient désormais à ceux qui s'informent, questionnent, exigent des comptes, et non plus seulement à ceux qui gouvernent. Pour illustrer cette nouvelle dynamique, évoquons le cas du Ghana.
En 2023, le gouvernement a initié une réforme visant à transformer sur place 60% de son cacao, créant ainsi des milliers d'emplois supplémentaires et augmentant les recettes fiscales. Cette stratégie, longtemps combattue par les multinationales occidentales, montre que l'émancipation économique n'est pas un mythe, mais une réalité accessible lorsque la volonté politique s'affirme. Pour les citoyens occidentaux, ce moment fait office de miroir. La stabilité future ne pourra plus reposer sur une domination perpétuée, ni sur des récits enjolivés qui masquent les inégalités derrière la rhétorique de l'aide ou du développement. Les chaînes d'approvisionnement et la paix sociale ne survivront pas à une négation continue de la justice. Comprendre ce basculement, c'est reconnaître que la légitimité des institutions internationales dépend désormais d'une réparation réelle et assumée. Pensons à la France, où les débats sur la restitution des œuvres d'art pillées des musées africains ont pris une ampleur inédite depuis 2018. La mobilisation d'étudiants, d'artistes et de citoyens lambda a obligé le gouvernement à restituer des dizaines d'œuvres majeures au Bénin et au Sénégal. Ce précédent, qui aurait semblé inimaginable il y a seulement 10 ans, montre que la pression populaire peut inverser le cours de l'histoire officielle. Pour tous, il est vital de scruter les signaux de cette transformation. Observer les flux financiers qui quittent ou reviennent en Afrique. Analyser les alliances naissantes entre nations du Sud, décrypter les discours officiels et les silences pesants. Derrière chaque transaction, chaque sommet diplomatique, la carte du monde se redessine, parfois à vue d'œil. Internet, médias indépendants, réseaux étudiants et entrepreneurs locaux deviennent des capteurs essentiels pour saisir l'ampleur du changement. Les opinions publiques jouent aujourd'hui un rôle décisif. Elles peuvent relayer l'information, nourrir le débat, soutenir des initiatives de souveraineté économique ou de coopération équitable. Des étudiants qui interrogent l'histoire coloniale aux entrepreneurs qui bâtissent des modèles affranchis des anciennes dépendances, chacun participe à l'émergence d'une dynamique nouvelle. Les conversations, pétitions et contre-discours brisent le silence et accélèrent la prise de conscience collective. L'exemple du mouvement EndSARS au Nigeria, parti d'une revendication locale contre les violences policières, montre la puissance des réseaux sociaux pour internationaliser une cause africaine et mobiliser des jeunes partout dans le monde. De la même manière, la campagne Stop the Bleeding Africa a permis de populariser la lutte contre les flux financiers illicites, forçant la Banque mondiale à publier des rapports jusque-là confidentiels. Rester passif, c'est renoncer à peser sur l'histoire. C'est abandonner à d'autres le pouvoir de décider du sort de milliards de vies, du Nord comme du Sud. Mais s'informer, s'organiser, débattre, c'est s'inviter pleinement dans l'écriture d'un nouvel ordre mondial, dont nul ne peut prédire l'issue. Ce moment appartient à celles et ceux qui refusent la résignation et choisissent d'agir, à leur mesure, pour davantage de justice. Concrètement, chacun peut agir, en soutenant des campagnes pour la transparence des chaînes d'approvisionnement, en exigeant de ses élus des politiques commerciales plus équitables, ou tout simplement en s'informant auprès de médias alternatifs. Les démarches individuelles, multipliées à l'échelle de millions de personnes, créent une pression impossible à ignorer pour les décideurs économiques et politiques. Finalement, tout converge vers une question cruciale. Quelle place chacun d'entre nous choisira-t-il d'occuper dans ce moment décisif? Mais le monde ne bascule pas sans résistance. Déjà, des forces opposées s'organisent pour préserver l'ordre établi. Les grandes entreprises minières, les lobbies bancaires, les groupes de pression liés à l'agro-industrie multiplient les campagnes de communication, promettent des investissements conditionnés au maintien du statu quo, menacent de délocalisation ou d'embargo. Les anciens réseaux d'influence, hérités de la France-Afrique, sont réactivés dans l'ombre pour semer la division entre les États africains et fragiliser les processus d'unité régionale. On l'a vu en 2022 au Mali, lorsque la rupture avec le franc CFA a provoqué une vague de sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sous pression de la France. Mais cette tentative d'isolement a suscité une vague de solidarité populaire dans toute l'Afrique de l'Ouest, forçant les chefs d'État à repenser leur stratégie. L'histoire ne s'achève pas sur un discours. Elle s'ouvre ici, et vous en êtes désormais acteurs. Ce qui s'est joué à l'ONU
n'est ni un simple affrontement diplomatique, ni une parenthèse anodine. C'est l'instant où le monde a vacillé. Ibrahim Traoré, en exigeant 847 milliards de dollars de réparation, a posé la première pierre d'un procès qui engage l'avenir de plusieurs milliards de vies. Devant cette somme colossale, deux options s'affrontent: détourner les yeux ou admettre que le temps de l'impunité touche à sa fin. Rester neutre, c'est laisser d'autres écrire les règles du siècle à venir et, par chaque silence, se rendre complice d'un système qui vacille. Les chiffres ne sont qu'un début. Derrière eux, il y a la dignité d'un continent, la sécurité économique de la planète et la chance inédite de redéfinir la justice. Ce n'est plus seulement l'Afrique qui réclame réparation, c'est l'équilibre même de l'ordre mondial qui chancelle sous la pression de l'histoire. Pour l'Afrique, la patience n'est plus une vertu. Elle réclame ses richesses, sa souveraineté et la réparation des décennies d'extraction dissimulée derrière le masque du partenariat. Mais la question déborde les frontières. Que risquerait l'Occident si l'Afrique décidait de quitter la table des négociations? Jusqu'où défendre le statu quo, alors que la légitimité du système mondial s'effrite? Le discours de Traoré a montré que le droit, manié avec détermination, devient arme de rupture. L'indignation, appuyée par des preuves et des chiffres précis, se mue en revendication irréversible. L'Afrique ne supplie pas, elle évalue, elle accuse, elle exige réparation. Et si demain, d'autres peuples suivaient cet exemple, réclamant eux aussi justice pour les fautes du passé? La neutralité, autrefois confortable, n'est plus une option. À ceux qui parient sur le retour à la normale, un avertissement. La table peut être renversée, et l'histoire ne repasse jamais la même scène. Le vrai enjeu n'est plus de trancher entre raison et tort, mais de savoir qui osera réinventer les règles, qui aura le courage de choisir la justice contre l'équilibre factice d'une injustice institutionnalisée. La suite reste à écrire. Elle dépendra de la capacité de chacun à sortir du refuge de l'indifférence. Le temps de l'après-discours commence maintenant, à chaque prise de position, dans chaque choix quotidien, dans la manière dont chacun décide d'écrire ou de subir le nouveau récit.